Bien. Bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être venus finalement bien nombreux à cette conférence de presse pour une autre politique migratoire. Et donc je vais assez vite passer la parole à pas mal de personnes qui sont prévues dans cette conférence de presse. Vous l'aurez probablement compris en lisant les provenances des intervenants. Il est important de faire témoigner et de faire entendre la voix des acteurs locaux sur l'ensemble du territoire français pour témoigner et de cette réalité que vivent les migrants et leurs aidants d'ailleurs depuis des mois maintenant, et de montrer aussi comment de la solidarité un peu partout en France s'organise. Et donc nous avons aujourd'hui à la tribune des citoyens militants de Paris, du Briançon, de la vallée de la Roya. On aurait aimé avoir une intervenante du Calaisis, mais elle a été coincée par des soucis de SNCF. Et donc elle a dû, hélas, renoncer à pouvoir arriver à 11h pour cette conférence de presse. Mais nous avons des personnes du Calaisis qui sont dans la salle, Paula et Sarah pour la cabane juridique. Si elles sont là, elles peuvent peut-être lever la main. Voilà, qui se tiendront à votre disposition. Et puis, hélas aussi, une personne du collectif migrant de l'Hérault, du 34, qui, là aussi, compte tenu des situations quotidiennes et compliquées qu'ils ont à gérer sur le terrain, n'a pas réussi à se libérer pour venir avec nous témoigner de ces réalités. Donc nous allons leur laisser la parole très vite, et puis ensuite interviendra Jean-Claude Mas, délégué général de la CIMAD, pour ramasser un peu tous ces éléments de constat de ce qui se passe en France dans l'accueil des migrants, et pour dire aussi quelles sont les perspectives, hélas, qui se profilent dans le futur nouveau projet de loi immigration-asile que prépare ce gouvernement. Et je conclurai pour vous expliquer la démarche des états généraux des migrations que nous lançons aujourd'hui au travers de cette conférence de presse. Voilà. Donc je vais laisser la parole. Alors évidemment, dans la salle, comme vous l'aurez compris, il y a beaucoup, c'est un processus qui rassemble très largement. On est à plus de 470 organisations nationales et locales. Certaines ont réussi à venir aujourd'hui, ils sont dans la salle et vous aurez l'occasion de leur poser les questions que vous voulez dès qu'on aura fini les interventions à cette tribune. On a entre autres Médecins du Monde, Logistique qui nous accueille, on les remercie, la Ligue des droits de l'homme, le CRID, RESF, ATTAC, le Secours Islamique France, et donc je le dis aussi la cabane juridique. J'en oublie peut-être parce que pas mal de gens arrivent au fur et à mesure, mais voilà, ils seront aussi à votre disposition à la fin de cette prise de parole que nous allons démarrer sans tarder par Bénédicte. Bénédicte. Merci, tous vous poussez le plus possible pour qu'on puisse faire rentrer les gens qui sont là. Complètement à gauche, tous vous pouvez. Merci beaucoup. Donc Bénédicte Chauvet, qui est depuis le départ dans cette mobilisation. Il y a du monde dans le couloir, je ne sais pas si c'est des journalistes. Alors, il paraît qu'il y a du monde dans le couloir, et s'il y a jamais il y a des journalistes, c'est le moment qu'ils arrivent à rentrer. De la presse, Association au fond là-bas, si vous voulez, il y a de la place au fond. Hein. allez, la presse d'abord. Il y a de la place au fond hein, pour les... Allez-y au fond. Ouais, allez-y. Désolé. Allez-y. Ok. Vous êtes pas Voilà. Ah ouais. On va, c'est bien, on n'aura pas froid. C'est bien. La chaleur de la solidarité s'exprime dans cette salle, on est ravis. Là, c'est bon. Bien. C'est parti. Bien, donc je vais laisser la parole à Bénédicte Chauvet, qui est militante du collectif parisien Les Petits-Déj à Flandre. Bonjour tout le monde, je vous présente le collectif. Donc c'est un collectif qui est né d'un rassemblement de plusieurs initiatives de petits déjeuners qui s'étaient créés au moment des camps parisiens de Stalingrad, de Jaurès et de l'avenue de Flandre. On a été
dès le départ très nombreux. Et on a distribué jusqu'à 800 petits déjeuners tous les matins au moment où le camp, enfin avant l'évacuation, donc de novembre l'année dernière, et de la création de la bulle. Certains venaient de Paris d'exil, enfin bref, c'est un conglomérat de plein d'initiatives. On n'est pas les seuls à l'heure actuelle. Il y a aussi Quartier Solidaire qui distribue dans le 18e à Pajol, à l'Esplanade Nathalie Sarraute, et Solidarité Wilson qui s'est créée à Porte de la Chapelle. Donc en fait, les mêmes initiatives naissent quand les camps se forment. À l'heure actuelle, on continue. On n'a jamais arrêté. À l'ouverture de la bulle, évidemment, on est passé de 800 petits déjeuners à une cinquantaine, mais on se doutait bien que tout le monde n'allait pas être mis à l'abri. Donc on a perduré et on n'a jamais pu s'arrêter. Et on voit bien que voilà, il faut passer à une action politique en dehors de notre quotidien de distribution des petits déjeuners qui ne se limite pas à ça, puisqu'on distribue aussi des produits d'hygiène, des vêtements quand les gens nous en donnent. Et surtout, on fait un vrai travail d'orientation parce que pour beaucoup de migrants qui arrivent à Paris, on est la première prise de contact parfois. Voilà. À l'heure actuelle, ce qui est très compliqué, c'est que la bulle ne donne plus de rendez-vous. Il y a des maraudes qui sont réalisées par la mairie de Paris, le BAPSA et France Terre d'Asile, mais qui sont très aléatoires. Donc les peu de conseils qu'on peut donner aux réfugiés qui dorment à la rue et qui sont très nombreux, c'est partez pas trop le matin quand vous êtes dans un petit regroupement parce qu'il se peut qu'un bus vienne vous chercher et vous emmène à la bulle ou au nouveau centre de Cergy. Voilà, donc c'est vraiment un mode d'inclusion très très aléatoire et qui pousse à bout les réfugiés. Je dirais que c'est notre principal problème à l'heure actuelle. Nous, l'organisation, elle fonctionne. On a des dons privés, on pourrait durer très longtemps, mais on pallie le manque de présence de l'État, mais on ne veut pas se faire instrumentaliser. Voilà. Donc ce qui est inquiétant, c'est le nombre de plus en plus important de gens qui sont sans prise en charge, c'est-à-dire soit sortis du système d'hébergement, soit qui arrivent et tout. Et bien que depuis 6 mois, on cherche à les invisibiliser en les harcelant la nuit, c'est-à-dire en les réveillant parfois 3 fois par nuit pour qu'ils bougent, pour prendre leur duvet, pour leur dire « allez debout ». Voilà, j'ai un migrant il y a 2 jours qui arrivait d'Afghanistan qui m'a dit « What does it mean, allez debout ?» Alors j'ai dit « Ah, c'est la police qui vous a dit ça ?» Ben oui. Voilà, donc j'ai trouvé comme traduction « Wake up, stand up ». J'ai pas continué la chanson, mais bon, voilà. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Merci Bénédicte. Je vais laisser la parole maintenant à Thomas Dessalles, qui est syndicaliste du ministère du Travail, CGT SNTEFP. C'est bien ça. Et qui représente la campagne contre le travail dissimulé et pour la régularisation des sans-papiers. C'est ça, bonjour à tous. Je suis effectivement syndicaliste au ministère du Travail. J'interviens aujourd'hui au nom de la campagne pour la régularisation des sans-papiers contre le travail dissimulé qui regroupe une intersyndicale du ministère du Travail avec la CGT notamment et Sud Travail et des collectifs de sans-papiers, Droit Devant, l'Union des Philippins de France, la coordination du 93 et le collectif des travailleurs sans-papiers du 94 et soutenu également par le GESTI que je remercie aujourd'hui pour l'organisation de cette initiative. Donc nous, on travaille avec les collectifs de travailleurs sans papier. En fait, sur la longue chaîne de maltraitance des migrants, il y a des tentatives de séparer les migrants économiques des réfugiés. En fait, c'est une longue chaîne de maltraitance et d'injustice. Et nous, en tant que syndicalistes du ministère du Travail, on a élaboré avec ces collectifs de sans-papiers des revendications communes pour qu'on puisse reconnaître enfin le travail et la richesse qu'apportent ces travailleurs sans-papiers. Donc, on interpelle depuis 2 ans et demi le ministère du Travail par différentes manifestations, journées de réflexion et notamment des occupations du ministère du Travail. Il y a eu 4 occupations du ministère du Travail qui ont permis d'ouvrir des cycles de discussion avec le ministère du Travail sur la question des sans-papiers et la régularisation par le travail. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la régularisation par le travail, c'est une toute petite soupape. C'est quelques milliers, en fait, c'est entre 5000 et 6000 travailleurs sans-papiers qui sont régularisés tous les ans, alors qu'il y en a des centaines de milliers. Donc nous,
on porte une plateforme de revendication commune sur la régularisation sur simple preuve de la relation de travail. C'est pas à l'employeur de décider si les sans-papiers doivent être régularisés, et on peut pas instaurer un sas de précarité insupportable qui conduit à des situations en fait de conditions de travail indignes, de surexploitation et de mise en danger des travailleuses et des travailleurs. Et ce qu'on constate là depuis le nouveau gouvernement et notamment avec la ministre Muriel Pénicaud, c'est qu'il y a un véritable durcissement, d'une part sur le fond des revendications où il y a eu une fermeture, il y avait des discussions qui étaient ouvertes, bon, qui malheureusement n'avaient pas abouti, mais des discussions qui étaient ouvertes avec le précédent gouvernement. Là, il y a eu une fermeture avec ce nouveau gouvernement. Et on voit d'ailleurs que les centres de rétention se remplissent. Et par ailleurs, ce qui est gênant aussi pour ce ministère du Travail, c'est la solidarité qu'un certain nombre de militants syndicalistes apportent à ces collectifs sans-papiers. Nous sommes en fait 2 collègues syndicalistes qui avons été réprimés pour avoir participé à la dernière action de la campagne le 6 juillet à la direction régionale. Donc on a reçu une sanction disciplinaire tout simplement pour avoir fait une action syndicale qui était en solidarité avec les sans-papiers. Et on voit bien que cet aspect-là est particulièrement gênant par l'État, et donc évidemment on le dénonce. Et donc face à cette impasse, aujourd'hui donc j'ai apporté des tracts pour ceux que ça intéresse. Cet après-midi, avec le soutien du GISTI, on organise une manifestation depuis le ministère du Travail, donc à Métro Varennes à 13h30, jusqu'au bureau du Bureau international du travail en France, pour interpeller l'OIT sur la politique de l'État français qui conduit les sans-papiers à la surexploitation. Et notamment, on demandera à cette occasion que des conventions internationales protectrices, la convention 143 sur les travailleurs en situation régulière et la convention 189 sur les travailleuses à domicile, soient ratifiées. Voilà. Merci Thomas. Michel, je te laisse continuer à témoigner de ces réalités vécues au quotidien partout en France et finalement dans des domaines hélas très, très variés pour les migrants. Nous, à Briançon, donc je représente l'association Tous Migrants. Je vais vous parler donc de la situation là-bas, mais je peux vous dire qu'on est très intéressé par l'intervention qui vient de précéder. Parce qu'on en est, nous, à appeler à la désobéissance les fonctionnaires pour pouvoir freiner la chasse à l'homme qui est organisée en montagne, qui fait un peu écho aussi à ce qui a été décrit tout à l'heure sur les trottoirs de Paris, comme ça s'est vu aussi à Calais, avec ces atteintes vraiment insupportables à la mise en danger de la vie des migrants qui tentent de passer la frontière. Voilà, donc le Briançonnais depuis 1 an est devenu, mais ça a toujours été une zone de passage, mais qui était très sporadique depuis tous les temps. C'est devenu depuis 1 an un lieu de passage important, avec une fréquence qui s'est accélérée entre le 1er juillet, pour donner des chiffres très précis, et le 10 novembre, nous avons accueilli 1696 personnes qui ont dormi au moins une nuit dans les structures d'accueil d'urgence qu'on a réussi à mettre en place avec, il faut le souligner, la complicité de la mairie et maintenant de la Comcom du Briançonnais. C'est très important parce qu'il y a très peu d'endroits en France. On a énormément de difficultés à obtenir le soutien des collectivités locales et il se trouve que dans le Briançonnais, pour l'instant nous avons ce soutien. Il s'étend un peu puisqu'on y est passé du soutien de la mairie de Briançon à la Comcom du Briançonnais et c'est vital pour nous dans les jours qui viennent d'arriver à convaincre d'autres élus, d'autres communes pour multiplier des petites structures d'accueil à taille humaine, parce qu'on refuse absolument des grosses tailles, parce qu'on y perd, on perd le sens de notre travail bénévole. Les syndicalistes savent de quoi je parle, les journalistes aussi. Donc c'est insupportable de gérer du nombre. C'est vraiment, donc on veut surtout pas ça. Donc on veut multiplier les petits lieux d'accueil qui s'appuient à la fois sur les ressources des collectivités locales, l'énergie des citoyens, les savoir-faire des associations locales, mais aussi, et on commence depuis quelques mois à fonctionner, suite à un SOS qu'on a lancé au niveau national, avec l'appui des grandes ONG,
qui nous apportent leur savoir-faire, leurs conseils, notamment au plan juridique. Mais là, on veut aller beaucoup plus loin. On a vraiment besoin d'eux pour justement favoriser l'adhésion des élus frileux face à toutes les peurs idiotes qui sont, nous qu'on considère complètement idiotes, puisque chez nous, au niveau de plus il y a de migrants, plus les gens votent correctement, et plus il y a de bénévoles. Donc, et plus les flics frappent, et plus il y a de bénévoles aussi. Donc, on peut. Quand je dis plus les flics frappent, attention, je veux pas on met pas tout le monde dans le même sac. Si on a des migrants à Briançon, c'est parce qu'il y a une complicité objective de gendarmes et de policiers qui font comme s'ils n'avaient pas vu, voire qui aident. Donc ça, on veut surtout pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est pour ça qu'on appelle à la désobéissance les fonctionnaires de police, les fonctionnaires des conseils départementaux, qui sont parfois complices de pratiques innommables en matière d'évaluation des mineurs. On a aussi ce gros problème-là, comme un peu partout. Donc voilà, donc on a vraiment besoin de la mobilisation de tous les citoyens. C'est possible, nous on a 400 bénévoles à l'association et il y a bien plus il y a un pourcentage significatif de la population qui apporte une aide, un appui aux migrants qui passent. Personne ne reste insensible, à part quelques tarés, mais c'est vraiment une toute petite minorité. Et ces fameux tarés, d'ailleurs, il faut savoir, quand on gratte avec eux, c'est souvent des gens qui ont très mal vécu un exil familial, dont d'ailleurs ils ont une connaissance très imparfaite, donc y compris parmi la police très agressive. Donc voilà pour... juste quand même, encore, on organise un week-end d'action le 16 et le 17 décembre, dans le cadre justement de ce processus d'états généraux, avec des conférences et une manif originale en montagne, avec une caravane de secours, donc en montagne enneigée, tous ceux qui veulent venir y participer pour dénoncer ces chasses à l'homme et montrer que la montagne ne doit pas devenir une nouvelle Méditerranée. Je vais laisser la parole à deux personnes de la Roya citoyenne, de la vallée de la Roya, pardon, avec Cédric Héroux, dont vous avez peut-être entendu parler, Pierre-Alain Manoni de Nice, qui vont continuer à vous dresser ce topo consternant et grave de ce que peuvent vivre des migrants et aussi des aidants aux migrants en France aujourd'hui, en 2017. Bonjour. Moi, je représente entre autres le collectif Solidarité Migrants 06 qui a été créé il y a quelques semaines pour faire face à l'inaction des politiques locales et puis leur non-gestion de la situation donc à la frontière franco-italienne. Ce collectif a comme signataires Attaque France, le RESF, le FSU, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, le Syndicat des avocats de France, et puis le soutien de Ensemble, d'Europe Écologie Les Verts, de la France Insoumise, le NPA, le Parti de gauche. Enfin, tout un tas, entre autres, il y a beaucoup d'autres signataires. On a eu besoin de créer ce collectif pour faire face donc, à la situation. Je représente également, je suis une personne parmi de nombreuses personnes qui ont été poursuivies et condamnées pour délit de solidarité, puisque j'ai été condamné en appel à 2 mois avec sursis pour avoir recueilli 3 personnes, 3 jeunes érythréennes qui étaient blessées. C'est une situation dans laquelle il n'y avait aucune polémique sur le fait qu'il n'y ait pas de contrepartie, que la situation de santé de ces femmes-là nécessitait une prise en charge. Après une relaxe, on a vu le parquet s'acharner et donc pour poursuivre. Ces poursuites-là, c'est la partie immergée de l'iceberg, puisque au quotidien, il y a un harcèlement des personnes qui sont sur le terrain, une intimidation par les forces de l'ordre pour essayer d'intimider et empêcher cette solidarité. À la frontière franco-italienne, il y a eu ces derniers mois une intensification du dispositif policier qui fait que le nombre de personnes arrivant à passer la frontière a été beaucoup réduit et donc ils ne sont plus pris en charge ou très peu sont au contact des associations. Par contre, on apprend quand même que le business des passeurs, ce dispositif policier, l'intensification de ce dispositif policier a forcément augmenté le business des passeurs puisqu'on continue à rencontrer des migrants, donc une fois qu'ils sont passés à Nice, qui nous racontent qu'ils étaient tassés à 35 personnes
dans l'arrière d'une camionnette. Il y a énormément, il y a des centaines et des centaines de procès de passeurs qui ont eu lieu à Nice. Cette politique, ce qui est édifiant, c'est qu'on voit la même politique qui est menée à la frontière franco-italienne, qui vise à l'invisibilisation de la situation. On veut rendre la situation invisible parce que quand on la voit, quand on sait ce qu'elle est aujourd'hui, elle est glaçante. Pour l'avoir vécue, pour l'avoir vue, en France, sur la Côte d'Azur, cette région prestigieuse, une des régions les plus riches du monde. On est à 18 morts officiels par voie de presse, mais j'ai appris récemment que la SNCF a découvert un corps qui était dans un local technique depuis plus de 3 jours. Cette information-là nous a été communiquée par des sympathisants de la SNCF, mais ça n'a pas été du tout diffusé. Donc on n'a aucune idée précise, officielle du nombre de morts. Il y a les morts et puis forcément aussi il y a les blessés, ça aussi qui apparaissent très peu dans la presse. J'ai pu assister à des scènes de guerre, c'est-à-dire que on a dans la montagne, à proximité de la frontière, des militaires, parce qu'il n'y a pas que les policiers, il y a des légionnaires, il y a des soldats de la marine ou de l'infanterie qui se relaient. C'est des gens qui sont formés à la guerre. Ça veut dire que ce qui se passe, c'est que c'est des gens qui sont en treillis avec des armes de guerre et qui sortent de la nuit des fourrés pour assaillir des jeunes, des migrants, forcément qui partent en courant, parce que dans leur parcours, vous imaginez que quand il y a un gars qui sort avec une arme de guerre, il faut mieux se barrer. Le long de leur parcours, c'est ce qui s'est passé. J'aimerais aussi préciser que ce qui est glaçant, c'est de voir des autobus de noirs, des noirs parqués par dizaines dans des conditions insalubres. Ça rappelle des drôles de souvenirs. Et d'ailleurs, j'ai pas été du tout surpris d'apprendre, les associations le savent, de ce qui se passe sur ce commerce d'esclaves. Je voudrais aussi finir pour préciser qu'on a de nombreux témoignages de soutien, de contrôleurs, d'agents de la SNCF, mais aussi de policiers qui cachent. Alors c'est pas eux qui nous le racontent, c'est les migrants qui ont été sauvés, qui ont été cachés par des policiers ou par des militaires. Parce que face à ces situations de terrain inhumaines, il y en a qui n'ont pas d'autre choix que de respecter la dignité et l'humanité. Donc voilà ce à quoi on se retrouve confronté à la frontière. Merci Pierre-Alain. C'est vrai que c'est difficile de vous demander cet exercice de parler peu, mais voilà, l'idée c'est de pouvoir continuer sur un autre format après, pour que vous continuiez à raconter cette réalité absolument insupportable que vous décrivez. Cédric. Bonjour, donc je suis là pour représenter l'association Royale Citoyenne et l'association DTC, Défendre ta citoyenneté, qui s'est montée il y a un petit mois pour, en fait c'est la petite sœur de l'association Royale Citoyenne qui sera plus ciblée sur le côté juridique. Voilà. Donc en fait dans la Roya, nous avons mis en place un camp humanitaire, donc chez moi, pour accueillir des gens et les aider à accéder à leurs droits, qui est demande d'asile et prise en charge des mineurs isolés. Donc c'est à 10 km de la frontière. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des dispositifs de contrôle en fait de police qui prend ces migrants-là et qui les renvoie en Italie. Sur le terrain, qu'est-ce que nous on voit? On voit en fait le fait que des migrants sont ramenés de 1 à 10 fois en Italie et que de toute façon les gens passent quand même. Voilà, le constat, il est là, c'est que les gens passent quand même. Notre volonté, nous, c'est que l'État en fait réagisse par rapport à une réalité de terrain. Donc je pense que l'État a un déni de réalité et on a envie de faire prendre conscience à l'État de tout ça. Donc je vais passer le côté humanitaire, les enfants qui souffrent, etc. On va parler d'un côté pragmatique. Pour ou contre les migrants, il y a un moment, il y a une problématique en Europe et il faut l'assumer. Et notre État crée un trouble d'ordre public manifeste et à long terme. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que notre association est inquiète sur le fait en fait de ce qui va se passer dans les 10 ans, dans les 15 ans des personnes en situation irrégulière. Donc l'État sera responsable du trouble à l'ordre public actuel et sera responsable du trouble à l'ordre public qu'il y aura dans 10 ans, dans 15 ans. L'éducation ne sert pas juste à apprendre à écrire à un gamin ou une gamine. L'éducation, ça sert à insérer et intégrer des gens dans une société. C'est tout. Donc c'est pour ça que l'école est obligatoire. C'est pas un confort, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et donc nous, on va se battre, on commence à s'organiser sur un point de vue politique. On va
garder le côté humanitaire, parce que je pense qu'il faut avoir la réalité du terrain, continuer à être là sur le terrain, et se battre et se défendre en travaillant le niveau politique et en étant témoin et en écrivant ce qui se passe dans la Vella Roya et en France et en Italie. Voilà, merci. C'était court. Voilà, qui, bien sûr, la CIMAD et tous ces bénévoles partout en France partagent régulièrement ces situations qui sont évoquées sur le terrain. Mais l'exercice là qu'on demande à Jean-Claude, c'est peut-être un peu de faire un bilan de ces 6 premiers mois de politique de ce nouveau gouvernement et un peu des perspectives qui semblent, hélas, s'annoncer. Merci, bonjour. Un bilan, oui, pas détaillé. Les divers constats de terrain qui viennent d'être évoqués sont suffisamment éloquents et à eux seuls suffisent à caractériser ce bilan des 6 premiers mois de cette nouvelle majorité. Ce que j'aurais envie d'ajouter, c'est que il me semble qu'il y a 2 marqueurs qui finalement se dégagent assez fortement de cette politique et qui sont en résonance avec ce qu'on vient d'entendre. Le premier marqueur est que nous sommes face au déploiement d'une politique migratoire qui est et qui se veut d'abord et avant tout une politique répressive d'éloignement, avec des objectifs clairs: empêcher à tout prix les personnes migrantes d'atteindre ou d'entrer sur le territoire français et exercer un contrôle tous azimuts et un tri des personnes migrantes déjà sur le territoire pour pouvoir en expulser le plus grand nombre possible. Il ne s'agit pas ici de nier l'existence d'un accueil en matière d'asile et d'immigration en France, mais cet accueil, il n'est pas à la hauteur des enjeux. Il est de plus en plus restrictif, notamment dans ses conditions d'accès, et il ne fait pas du tout le poids face au versant répressif extrêmement fort de cette politique migratoire d'aujourd'hui. Cette politique de 6 mois, dont on essaye de faire le bilan là devant vous, dans le prolongement des précédentes politiques, mais peut-être de façon plus accentuée, est d'abord une politique de contrôle, de tri, de dissuasion, d'éloignement, d'expulsion. Le deuxième marqueur qui ajoute au premier, qui aggrave le premier, est que cette politique assumée en tant que telle se mène de façon répétée et probablement dans des proportions inégalées ces dernières années, au mépris des droits fondamentaux des personnes migrantes, au mépris du droit et des décisions de justice, et au prix du harcèlement des personnes qui les aident et qui les soutiennent. Et quand on fait le cocktail de ces 2 marqueurs-là, vous imaginez ce qu'il a de détonnant et d'édifiant pour le sort des personnes migrantes qui sont concernées. On l'a évoqué, je le reprends rapidement, mais on est du coup dans l'application de ce cocktail-là, politique répressive d'éloignement et affranchissement du droit trop souvent, sur un État qui refoule à la frontière des personnes migrantes qui n'ont pas pu demander l'asile, sur des mineurs isolés qui sont laissés sans protection alors qu'ils sont sur le territoire français, sur des personnes migrantes à la rue qui sont empêchées de survenir à leurs besoins fondamentaux, accès à l'eau, à une douche, à la nourriture, avec des biens qui sont détruits quand ils ne sont pas gazés pour être dispersés, des mises à l'abri quand elles existent, qui sont proposées, mais dans une logique de tri des personnes. Quand on met à l'abri aujourd'hui, de façon générale, on ne met pas à l'abri juste pour des intentions humanitaires, on met à l'abri aussi pour contrôler et faire en sorte que les personnes puissent être triées et pour beaucoup d'entre elles se retrouver soit en assignation à résidence, soit en rétention. On n'est plus dans une logique d'accueil inconditionnel, quelle que soit la situation de la personne. Aujourd'hui, les personnes migrantes, quand elles sont mises à l'abri, elles prennent le risque de se retrouver en rétention ou assignées à résidence. On a aujourd'hui des centres de rétention qui fonctionnent à plein régime. La machine à expulser s'affole depuis quelques semaines, avec son corollaire qui est des violations massives de droits. Dans les seuls centres de rétention où la CIMAD intervient, depuis un mois et demi, il y a 41
41% des personnes qui ont été enfermées, qui ont été libérées par un juge qui avait sanctionné des pratiques administratives illégales. On est dans un système de droit où on a quasiment une personne sur deux qui est enfermée en rétention alors qu'elle n'aurait pas dû l'être. Une personne sur deux pratiquement. Une machine qui s'affole. Des personnes qui sont enfermées alors qu'elles relèvent de pays qui sont de zones de guerre ou zones de conflit. Des personnes qui relèvent de la procédure de Dublin alors même qu'une décision de la Cour de cassation de fin septembre interdit que ces personnes soient enfermées. Or, depuis cette décision, dans les centres de rétention, il y a 130 personnes dublinées qui ont été enfermées au mépris du droit et de la décision de justice. Je ne vous parle pas du nombre de familles qui sont enfermées avec enfants en centre de rétention. Il y en a eu 8 ces dernières semaines pour un seul centre de rétention du Mesnil-Amelot. On en est à un point où on a un État qui détourne même des mesures d'autres lois. L'exemple de la loi antiterroriste est édifiant. Cette loi parle l'élargissement du contrôle aux frontières et vous savez des points d'entrée sur le territoire que sont les gares, les aéroports et autres, élargis à 10 km à la ronde. Ce contrôle-là, on nous fait croire qu'il a été mis en place simplement pour un enjeu de lutte contre le terrorisme. En réalité, il va d'abord servir à assurer un contrôle systématique des personnes dans ces zones-là qui permettra de faire du contrôle au faciès et une chasse aux personnes sans papier. Et d'ailleurs, l'État ne se cache pas de cette possibilité-là d'utiliser cette loi antiterroriste pour pouvoir travailler sur cette lutte contre l'immigration irrégulière et donc faire l'amalgame en plus entre lutte contre l'immigration irrégulière et lutte antiterroriste. Sur le plan international et européen, ce gouvernement et cette majorité n'est pas restée non plus les mains dans les poches et a été plutôt proactive ces 6 premiers mois de gouvernance, avec des initiatives prises notamment d'invitation, voire de convocation plutôt, de chefs d'État africains, du Tchad, du Niger, de chefs européens des pays du Sud notamment, pour contribuer à accélérer ces politiques d'externalisation qui visent à ce que des pays comme la France et d'autres pays européens se déresponsabilisent sur d'autres pays tiers et contraignent ces pays tiers à bloquer les personnes migrantes sur leur territoire. Comme le disait Pierre-Alain tout à l'heure, on est aussi là dans une logique européenne d'invisibilité du problème. L'objectif, ce n'est pas de résoudre le sort ou de la situation des personnes exilées, c'est de rendre invisible leur sort de façon à ce qu'on n'ait plus à s'en occuper. Et ça nous amène à confirmer des négociations avec des pays dont on ne sait pas, dont on sait très bien qu'ils ne sont pas en capacité d'assurer les droits fondamentaux des personnes, comme certains pays africains ou voire la Libye. On a même osé imaginer que la Libye pouvait être un partenaire dans cette réflexion-là d'externalisation des frontières. On nous dit qu'on va accueillir 10 000 personnes réfugiées dans le cadre du programme de réinstallation, mais ces 10 000 réfugiés ne sont rien à côté des engagements que la France avait pris depuis 2015, qui étaient censés accueillir au moins 30 000 personnes via les programmes de réinstallation et de relocalisation réunis. J'en finis parce que je ne veux pas être trop long. C'était des éléments du bilan de ces 6 premiers mois, mais qui laissent préfigurer une politique migratoire de ces 5 années assez détestable, au regard notamment du projet de loi Asile-Immigration qui est en cours d'élaboration. Ce que je vous y délie là n'est qu'une étape d'une démarche qui se poursuit et les éléments qu'on a de connaissance sur ce projet de loi participent de la même veine de cette politique répressive d'éloignement et attentatoire aux droits fondamentaux des personnes. Quelques exemples. Il est prévu dans ce projet de loi, notamment, d'instaurer plutôt, ou de prendre à son compte la notion de pays tiers sûr. Au jour d'aujourd'hui, quand on est un demandeur d'asile, il ne suffit plus il suffit qu'on soit passé par un pays considéré comme sûr, qui n'est pas le sien, pour ne pas être demain, peut-être, éligible à la demande d'asile en France. On est sur des mesures qui visent à réduire le temps
le temps de possibilité de recours à la CNDA quand la demande d'asile de la personne a été refusée par l'OFPRA. On est sur un projet de loi qui vise par ailleurs sur les questions d'éloignement à allonger la durée de la rétention de 45 jours à 90 jours. On est sur un projet de loi qui vise à allonger la durée de la retenue administrative de 16 heures à 24 heures pour permettre à la préfecture et aux policiers de recueillir tous les éléments nécessaires pour ensuite pouvoir éventuellement orienter les personnes vers des lieux d'assignation ou de rétention. On est sur un projet de loi détestable et qui recouvre en lui tous les prémices de ces 6 premiers mois de politique-là qui vont maintenant être légiférés et qui vont pouvoir se formaliser à travers une politique établie. Je m'en tiens là, juste pour dire que, pour faire une liaison avec ce qui avait été dit tout à l'heure, ce qui est en jeu, c'est le sort des personnes étrangères, des personnes migrantes. On parlait de souffrance psychique tout à l'heure, où on l'évoquait. Ces personnes-là ont traversé des parcours qui les ont mis en grande fragilité et en grande précarité. Ils arrivent en France, notamment, avec une souffrance psychique qui se renforce. Alors que ça devrait être un lieu de répit où ils peuvent se poser, les études nous montrent que leur souffrance se renforce tellement ils ne sont pas reconnus et ils ne sont pas légitimés dans leur droit à être là. Et c'est pour faire front à toutes ces difficultés et le sort réservé à ces personnes que la CIMAD participe de ce front uni interassociatif pour aujourd'hui dire stop. Voilà les constats glaçants, comme disait Pierre-Alain, insupportables, comme le disent tous les témoins ici, qui font qu'aujourd'hui, nous lançons les États généraux des migrations. C'est un processus qui s'est initié il y a quelques mois déjà, avec des centaines, je dis bien des centaines, plus de 470 acteurs locaux et nationaux en France, présents sur le terrain aux côtés des migrants et qui, au cours du mois de juin, ont signé une tribune pour demander un changement radical de la politique migratoire française et bien sûr aussi européenne. Et surtout la mise en place d'une véritable concertation de la société civile avec l'ensemble des ministères pour sortir de cette impasse que consiste à loger l'entièreté de la politique migratoire dans les ministères de l'Intérieur en France et en Europe. On a fait cette demande officiellement au président de la République au mois de juin et nous avons été amenés à rencontrer 2 conseillères de l'Élysée en juillet, mais aucune suite n'a été donnée à notre demande d'organiser cette concertation avec la société civile et l'ensemble des ministères. Certaines consultations d'organisation ont eu lieu ces dernières semaines dans le cadre de la préparation du projet de loi immigration et asile, mais l'ensemble des organisations qui ont été invitées à une rencontre considèrent, avec bien sûr tous les signataires de la tribune, que ça ne répond aucunement à la demande de concertation que nous formulons, qui est vraiment d'associer l'ensemble des acteurs de la société civile, et y compris les migrants eux-mêmes, qui ne sont jamais écoutés, qui ne sont jamais entendus pour des choses qui les regardent en premier lieu. Et bien sûr avec cette notion aussi de sortir du ministère de l'Intérieur et d'élargir, parce qu'il y a le ministère du Logement, le ministère du Travail, le ministère de la Santé qui doivent aussi être partie prenante d'une politique radicalement différente. Face à l'absence de réponse du président de la République et du gouvernement, nous avons donc décidé de lancer les États généraux des migrations pour construire là où les politiques migratoires détruisent. Nous voulons construire un contre-pouvoir rassemblant autant d'acteurs de la société civile que possible pour dénoncer ces situations inacceptables qui ont cours sur le territoire français et pour nous mobiliser par rapport au prochain projet de loi du gouvernement sur l'immigration et l'asile. Nous voulons construire des propositions citoyennes pour démontrer qu'une autre politique migratoire est possible et pour ouvrir justement un espace où la voix des migrants soit enfin écoutée. Nous voulons enfin construire un mouvement d'opinion pour s'opposer à une vision erronée
culpabilisante et trop souvent xénophobe des migrations et des migrants. Nous sommes des dizaines de milliers de citoyens en France qui sont présents dans ces organisations locales et nationales. Et donc, nous estimons qu'aujourd'hui, notre voix doit être entendue. Le travail que ces dizaines de milliers de citoyens font sur le terrain, que vous entendez en partie et que vous continuerez d'entendre en posant les questions, démontre quotidiennement la dangerosité et l'inhumanité des politiques actuelles. Et donc nous voulons occuper l'espace médiatique pour faire comprendre que les migrations et les migrants ne sont pas ce que le gouvernement et en particulier le ministère de l'Intérieur font passer comme message et comme confusion permanente sur la question des migrations. Donc en résumé, les États généraux des migrations se mettent en marche aujourd'hui, si je puis me permettre cette petite expression, d'une part pour dénoncer l'inacceptable des politiques à l'œuvre aujourd'hui et de celles envisagées dans les prochaines semaines, comme nous l'a rappelé Jean-Claude, pour dénoncer l'impasse et le coût humain insupportable de ces politiques. Il se met en ordre pour exiger en urgence le respect des droits fondamentaux et l'inconditionnalité d'un accueil digne des personnes migrantes. Nous insistons sur ce thème de l'inconditionnalité et en tant que délégué général d'Emmaüs International, je me permets d'insister. Nous avons aujourd'hui dans nos communautés en France des compagnons et des compagnes qui sont arrêtés, y compris par des policiers qui viennent les chercher à l'intérieur même des communautés. Nous avons des responsables de communautés qui sont convoqués par la police pour être entendus, pour avoir aidé des personnes sans papier. Parfois, ces personnes sont dans notre communauté depuis plusieurs années, mais aujourd'hui, ça a l'air de poser un problème. Et on a un président de la République qui nous dit ouvertement qu'il faut qu'on comprenne que l'accueil inconditionnel leur pose un problème. Voilà. Les États généraux des migrations, ça sera aussi l'organisation de consultations dans tous les territoires en France où se trouvent tous les acteurs locaux, dont certains sont parmi nous aujourd'hui, pour faire remonter la vision des acteurs sur le terrain et les propositions pour une politique alternative empreinte d'humanité et de dignité. Nous organiserons une première session des États généraux des migrations au printemps 2018 pour rendre visibles ces travaux qui vont donc démarrer à partir de maintenant, avec probablement des initiatives plus spécifiquement autour du 18 décembre, qui est la Journée internationale des migrants, mais des initiatives qui vont s'échelonner au fur et à mesure que les acteurs sur les territoires pourront s'organiser pour organiser cette concertation. Et Michel, tu nous as déjà fait part de ce que vous aviez l'intention de faire dans le territoire de Briançon. Voilà. Merci en tout cas d'être là. Merci de donner de la voix à ce dont nous témoignons, mais aussi à notre volonté de mettre un terme à ces politiques inhumaines de harcèlement des migrants et des personnes qui viennent en aide aux migrants. Nous pouvons vous laisser bien sûr l'occasion de poser vos questions et puis de toute façon de continuer la discussion avec l'ensemble des acteurs locaux et nationaux qui sont présents aujourd'hui pour cette conférence de presse. Merci beaucoup. Si vous voulez prendre si on prend quelques questions peut-être déjà. Tu vas répondre sur Oui, on va. Non, mais je veux bien apporter des éléments de réponse. Je pense qu'il y a un enjeu de mobilisation collectif qui ne n'efface pas notre capacité individuelle de structure à agir aussi. On n'est pas en train de se gommer les uns les autres au profit d'un collectif plus large, mais au contraire de compléter ces individualités de structure et d'action. Et donc je crois qu'il y a une démarche propre aux États généraux des migrations en tant que telle qu'on veut mettre en place et dont on s'est dit qu'on voulait nous-mêmes porter et avoir la maîtrise des contenus qu'on voulait travailler ensemble. Et pour ça, on n'a pas l'intention d'inviter ou de se concerter avec l'État sur nos États généraux à nous.
On leur a proposé d'en faire, ils n'ont pas voulu. Ben nous, on en fait, on va produire et ensuite on essaiera d'exprimer cette production dans le débat public pour qu'il s'impose au pouvoir public en tant que tel. Et en parallèle de ça, il y a des démarches éventuelles que eux peuvent porter de concertation ou de rencontres qu'ils ont déjà d'ailleurs engagées dans le cadre du projet de loi. Nathalie l'évoquait tout à l'heure. Où pour le coup là, à titre individuel, nos structures y vont ou y vont pas, elles sont libres. Mais en tout cas, on se fera attention à dissocier les deux et à ne pas être instrumentalisé pour celles qui ont fait le choix d'avoir ce dialogue, néanmoins bilatéral, avec l'État. Quand je dis dialogue, je suis sympa parce qu'en vrai, c'est pas vraiment un dialogue. C'est une écoute polie par rapport à des propositions qui sont faites, notamment sur le projet de loi, et une écoute polie qui... on est tous d'accord pour le dire, ceux qui sont passés récemment, qui n'aura aucun impact sur les contenus du projet de loi tels qu'ils nous ont été présentés. Tu veux compléter ? Je voulais compléter aussi parce que, pour dire que sur le terrain, forcément, toutes les associations se sentent, et les militants sur le terrain se sentent un peu seuls. Hein, c'est des petites structures de débutants, souvent dans les villages, etc. Et ces états généraux, c'est l'occasion de se coordonner au niveau national et au-delà... de coordonner donc tous ces militants sur le terrain, mais également aussi faire en sorte que les particuliers, les personnes qui sont très nombreuses, qui sont sympathisantes et qui ne supportent pas l'attitude des pouvoirs publics puissent se manifester. L'idée de ces états généraux, donc, c'est de rassembler largement et que ce nombre crée un rapport de force qui fasse qu'on soit entendu par les autorités. Je veux bien ajouter quelque chose. On dit qu'il n'y a pas de communication entre les associations et l'État. Moi, j'ai pas l'impression, c'est une communication interposée, c'est-à-dire que nous, l'association Roya Citoyenne, avons essayé de communiquer sur la problématique dans la vallée de la Roya en utilisant la justice, en utilisant les médias. L'État a répondu à notre question, quoi. Nous a mis 300 militaires dans la vallée de la Roya, a bloqué mon domicile, et la communication, elle se fait comme ça. Donc après, pour sensibiliser l'État, il faudra sensibiliser la population et le public pour que l'État puisse comprendre, et l'opinion publique, quoi. Et je pense qu'on pourra discuter avec l'État, qu'on pourra montrer qu'il y a beaucoup de monde derrière nous. Et pour qu'il y ait beaucoup de monde derrière nous, il faut sortir, je pense, du côté bisounours, des gauchos de base, en disant ils sont mignons les petits migrants. Il y a un moment, il y a une problématique réelle. Il y a vraiment une problématique réelle. Et il faut qu'on monte ça, qu'on ouvre le débat là-dessus et qu'on sorte aussi de la volonté de l'État de faire une espèce de caricaturer le migrant en petit terroriste, opportuniste. Il faut qu'on arrive à donner la parole à ces gens pour qu'ils puissent, avec nous, défendre leurs droits et leur avenir. Je crois qu'il y avait une autre question. Alors, Jean-Claude, je pense que déjà, si tu peux compléter un peu sur quelques chiffres que tu as donnés. 30 000, grosso modo, c'est 5 000. Et puis là, on est en train de mettre un peu les compteurs à zéro, visiblement 2 ans après, avec ce programme de réinstallation. Et par rapport donc à la petite analyse à partir des centres de rétention de la CIMAD, uniquement en métropole, donc ça reste une analyse partielle. Je disais qu'il y avait 40% des personnes qui avaient été libérées pour des raisons de pratiques administratives illégales. À la même période l'année dernière, on était plutôt autour de 30%, voire un peu moins. Donc on a une augmentation significative de ce point de vue-là, et en termes aussi de nombre de personnes enfermées, puisque à la même période en 2016, par rapport à la même période en 2016, autrement dit sur un mois et demi, on a eu un doublement des personnes enfermées en centre de rétention. Alors pour être complètement juste sur ça, il y a un effet attentat de Marseille, puisque à l'issue de cet attentat-là, début octobre, un préfet a été limogé à Lyon, et du coup, tous les préfets ont commencé à flipper en se disant s'il y a des personnes sans papier qui se baladent et qu'on ne les enferme pas, on risque donc d'où l'amalgame terrorisme, immigration régulière, et d'où cette espèce de frénésie, d'affolement de la machine à enfermer qui enferme des situations qui sont inexplicables. Alors, il y avait aussi une question sur la triste information que tu communiquais, Pierre-Alain. Alors c'est une information qui nous a été communiquée par une personne contrôleuse de la SNCF
qui, au quotidien, constate les infractions à la loi et notamment sur le renvoi des mineurs sans aucune forme de procédure. Cette personne a essayé plusieurs fois de s'interposer jusqu'à ce qu'on lui fasse comprendre, que la direction de la SNCF lui fasse comprendre que lui fasse des pressions sur elle. Et donc aujourd'hui, elle préfère garder l'anonymat. Sur ce corps qui a été découvert, qui semblerait qui soit resté pendant 3 jours dans un local technique, en fait c'est un problème technique qui a fait qu'ils n'arrivaient plus à réenclencher le système, et c'est quelque chose qui s'est produit fin septembre, entre mi-septembre et fin septembre. Voilà, il n'y a eu aucune information officielle là-dessus. Et cette personne, elle ne l'a pas vécu directement, c'est un autre collègue qui lui a rapporté. Ce serait intéressant que la SNCF fasse la lumière là-dessus. Surtout que ça, c'est une info qu'on a entendue. On peut imaginer qu'il y en a eu d'autres. Le fait que ce ne soit pas communiqué automatiquement, on peut imaginer qu'il y en a eu d'autres. Alors, pour compléter les réponses à vos différentes questions, je pense que, hélas, n'oublions pas qu'il y a déjà un bilan catastrophique de plus de 40 000 personnes mortes en mer sur ces 15 dernières années. Donc voilà, c'est vrai que on voit bien qu'on est dans une impasse totale qui, y compris, est déjà à Calais. On avait aussi des morts absolument inacceptables. Donc on voudrait qu'enfin on arrête ce décompte morbide, quoi. Sur le 18 décembre, c'est juste une journée qui a été identifiée par les acteurs locaux. Quand on s'est réunis le 7 octobre, il y avait 110 participants pour décider de lancer les états généraux des migrations. Et certains ont dit que comme ils avaient de toute façon l'intention de se mobiliser pour cette journée mondiale des migrants, ça serait une opportunité pour organiser un temps de concertation. Évidemment, en fonction des forces et de la disponibilité aussi que les acteurs locaux ont, ça va se déployer un peu plus dans le temps. Et c'est pour ça qu'on vise le printemps pour pouvoir faire remonter les résultats de tous ces travaux. Oui, en fait, on peut parler du point de vue de chacun de son organisation ou collectif. D'abord, nous ne parlons pas d'un problème des migrants. Voilà. Nous considérons, j'ai vu que vous faisiez un petit peu des guillemets, c'est pas un problème. Ce sont les politiques migratoires à l'œuvre qui en font un problème. Voilà. Et il est temps de rétablir la vérité. Ce que nous voulons aussi, c'est rétablir la vérité sur ce que sont ces phénomènes migratoires et sur qui sont ces personnes qui migrent, et aussi rétablir les valeurs dans le bon sens. C'est-à-dire que nous, on cherche à redonner du sens à des termes mal utilisés par, y compris notre président de la République, d'humanité. Voilà. Et nous sommes convaincus qu'il n'y a aucun problème à pouvoir organiser un accueil digne des migrants en France et en Europe. Et c'est cette consultation dans les territoires qui va démontrer comment ça serait possible de le faire, puisque de toute façon, les acteurs partout en France, qui sont ici autour de cette table, qui sont dans la salle, et qui veulent peut-être dire un mot aussi, sont la preuve qu'on peut accueillir dignement avec nos petits moyens. Donc voilà, moi c'est en tout cas la première réaction que j'aurai par rapport à votre question. Je ne sais pas si Bénédicte ou Michel, vous voulez compléter ? Car je vous pose ça. Oui, notre association s'est créée il y a 2 ans. Et pendant 1 an, on était sur un petit nuage. Parce qu'on a fait la démonstration que les migrants enrichissaient notre territoire, ils renforçaient les liens entre les gens, ils renforçaient le tissu associatif. C'était vraiment une dynamique extraordinaire. On a tous vécu des superbes aventures. Voilà. Et après, ça s'est dégradé à partir du moment où il n'y avait plus de perspective pour les migrants, avec notamment d'un côté le dublinage, de l'autre la manière dont l'État français applique le règlement de Dublin, et de l'autre le refus ou la mauvaise volonté à tout le moins du conseil départemental et plus généralement des conseils départementaux d'accueillir les mineurs. Donc à partir de ce moment-là, il s'ajoute récemment, puisqu'on a un CADA chez nous, là tous les jours tombent
donc des décisions en OFPRA et surtout en CADA de refus d'accorder l'asile à des familles. Donc nous, là, tous les jours, il y a des familles qui vont se retrouver à la rue avec des jeunes enfants, des situations dramatiques, souvent des problèmes de santé, des pays dans lesquels il est hors de question qu'elles puissent retourner. Voilà. Donc ça, ce désespoir, donc il alimente des souffrances terribles de la part pour ces gens qui croyaient arriver en pays amis, et qui découvrent que là aussi on ne veut pas d'eux. Donc ça, c'est terrible. C'est terrible pour les bénévoles qui essayent de les accueillir. Et c'est stupide, c'est un gâchis considérable. Alors c'est sûr que c'est pas à tel ou tel dans une porte d'entrée comme le Briançonnais qu'on va pouvoir régler tous les problèmes. Mais on s'est rendu compte, avec l'expérience, 2 ans d'expérience maintenant, que si on est par exemple, c'est un exemple, ça ne résout pas tout, mais si par exemple on est 5 familles à parrainer ou à accueillir un migrant, ça veut dire que 500 000 familles en France, qui est rien, peuvent accueillir 100 000 migrants. Et ça enrichit tout le monde. Moi, je suis assez vieux pour avoir connu l'arrivée de 800 000 personnes en 2 mois. J'avais 9 ans. Mai, juin 62, je m'en souviens très bien. On a accueilli à la maison. Vous croyez que ça m'a affaibli? Non, ça m'a enrichi. C'est pour ça peut-être que je suis là aujourd'hui. Par contre, il y a pas mal de harkis qui ont été très mal accueillis. Et comme par hasard, c'est ce que je disais tout à l'heure, leurs enfants, on les retrouve parmi les plus grincheux. Donc attention à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Surtout que, encore une fois, on n'est pas en train d'accueillir 800 000 personnes. Au niveau des chiffres, on est quand même dans un des pays les plus riches du monde. Alors de quoi avons-nous peur? Et contre qui sommes-nous en guerre? Enfin voilà. Bon, on proposait... Je peux répondre, mais on peut proposer que d'autres aussi répondre dans le collectif, parce qu'on a des... Vas-y, démarre. Sur Dublin, oui, il y a une augmentation importante du nombre de saisines par la France d'autres pays pour envisager des réadmissions. En 2016, c'était 25 000 demandes, je crois, pour un résultat effectif de transfert réel de 1200 ou 1300. Donc on est sur quelque chose qui est dérisoire. On met tout ça en place pour finalement des aboutissements qui sont réduits. On précarise les gens et on les laisse dans l'errance de cette procédure de Dublin, alors même qu'on se rend compte que ce n'est pas possible de les transférer. Sur l'autre questionnement, migrants économiques, personnes réfugiées, oui, enfin je laisserai la parole à d'autres, mais nous, notre crainte, c'est que dans cette logique-là, affichée politiquement, d'opposer le bon migrant, celui qui est éligible à la demande d'asile, et encore pas tous les demandeurs d'asile, ceux qui ne sont pas dublinés, ceux qui ne relèvent pas du pays tiers sûr, etc., quoi. Et les mauvais migrants qui sont tous les autres, les dublinés, ceux qui relèvent de pays tiers sûrs, ceux qui sont là pour d'autres motifs que des persécutions, oui, il y a un risque fort, au-delà de la politique publique qui est mise en place, d'un discours manichéen, d'un discours qui oppose et qui contribue finalement au repli sur soi et à la bouc émissarisation de l'ensemble des personnes étrangères, qu'elles soient réfugiées ou pas. Et là, il y a une responsabilité forte de l'État qui est inacceptable. À Paris, je dirais que c'est on parle, c'est fluctuant, parce que les mises à l'abri, on les maîtrise pas du tout, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est à peu près 1 millier, je pense, à Paris, mais 1 millier qui sont assez concentrés sur les quartiers du nord-est parisien. À Calais, c'est entre 500 et 700 personnes. De nouveau maintenant. Oui, de nouveau maintenant. Plus les personnes qui sont dispersées sur l'ensemble du littoral. Du Calaisis. Et ce que je peux peut-être ajouter, c'est nous, dans les témoignages qu'on entend le matin, ça rejoint ce que disait Michel aussi, c'est que globalement, ils trouvent que l'accueil de la population est plutôt meilleur que dans les autres pays européens. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Donc ça prouve bien que la population française est quand même prête à les accueillir. Mais par contre, ils disent que d'un point de vue démarche de l'asile, c'est la même merde, comme ils disent, voire pire qu'ailleurs. Et donc, en ce moment, on entend encore à fond, nous, on s'en fout, on va partir en Angleterre. Donc, il ne faut pas se leurrer. La frontière n'a pas bougé de place et le Nord va avoir afflux et les gens continuent à arriver. Donc, et comme le harcèlement est de pire en pire à Paris, ils ne vont pas rester, ils vont bouger. Ils bougent.
Il y en a qui arrivent, ils parlent allemand, italien, ils parlent norvégien. Voilà, il y a aussi un phénomène qui fait qu'ils essayent dans chaque pays. Je vous remercie beaucoup. Je vous propose qu'on clôt la tribune ici. Mais donc, comme vous l'aurez compris, derrière vous, vous avez des gens de plein d'associations qui sont prêts à poursuivre l'échange, à compléter évidemment les réponses qu'on a pu donner ici à cette tribune. Et donc, à très bientôt pour la suite du processus des États généraux des migrations.